Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe de l'émission de Risque de l'Histoire est très heureuse de vous retrouver sur le plateau de KTO TV. Alors, au mois de février 1917, alors que le pays était en guerre, la Russie fait sa révolution, entraînant l'abdication du tsar. Très loin de Saint-Pétersbourg, à Rome, l'heure est aux réjouissances. Le numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Gasparri, estime ainsi que ce mouvement révolutionnaire est, je le cite, providentiel. Il ajoute « La situation des catholiques était intolérable en Russie et ainsi la liberté proclamée par le nouveau gouvernement ne peut que réjouir les catholiques ». Quelques mois plus tard, en octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir et changent complètement la donne. Même si le marxisme a déjà été condamné par le passé, eh bien le Saint-Siège se voit obligé de gérer dans la pratique ses relations avec le communisme d'État. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre les relations entre l'Église et le communisme des origines jusqu'à l'élection de Jean-Paul II en 1978. Comment sont donc perçues les révolutions de 1917 ? La Russie soviétique avait-elle tout intérêt à se rapprocher du Vatican ? Le Vatican d'ailleurs a-t-il choisi l'Allemagne contre la Russie pendant la guerre ? Que contient par ailleurs la lettre peu connue de Pie XII, celle adressée au peuple de Russie ? Enfin, la politique tournée vers l'Est, qu'on appelle l'Ostpolitik, était-elle une politique pragmatique ou bien au contraire empreinte de naïveté ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Philippe Chenot. Philippe Chenot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de l'histoire de l'Église moderne et contemporaine. Vous enseignez à l'Université du Latran, une des universités les plus prestigieuses de Rome. Donc vous venez de Rome. On devait aussi recevoir Fabien Archambault, qui est professeur à la Sorbonne. Une pensée pour lui parce qu'il a été renversé par un automobiliste. Tout va bien, il est à l'hôpital, mais tout va bien, il s'en sortira et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Alors Philippe Chenot, votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier aux éditions du Cerf La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II, aux éditions du Cerf, votre éditeur. Et pour préparer cette émission, eh bien, j'ai utilisé ce classique, l'Église catholique et le communisme en Europe, 1917-1989, de Lénine à Jean-Paul II, donc le grand face-à-face de l'Église catholique et du totalitarisme athée, un livre paru chez Lexio qui n'est autre que l'édition de poche de votre ouvrage, l'Église et le communisme en Europe, paru déjà il y a plusieurs années, donc Lexio, l'édition de poche des éditions du Cerf. Alors je souhaiterais d'abord aborder avec vous, Philippe Chenot, avoir une approche idéologique de l'Église et du communisme. Vous montrez dans votre livre que le communisme au XIXe siècle est au fond considéré comme une conséquence de la Révolution française. Oui, le communisme est interprété comme l'une de ces idéologies de la modernité générée par la grande révolution française. Et très tôt, la papauté va condamner cette idéologie comme l'une des erreurs de la modernité politique, dans le syllabus d'abord de Pie IX, accompagné de l'encyclique Quanta Cura, où le communisme est défini comme une très funeste erreur. Donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Oui, on est en 1864. Et puis par la suite, Léon XIII, dans sa grande encyclique Rerum Novarum, reprendra ces condamnations pour arriver finalement au grand texte du magistère romain sur le communisme, qui est l'encyclique Divini Redemptoris, publiée en 1937 par le pape Pie XI. Sur laquelle nous reviendrons. Est-ce que le communisme est mis sur le même pied d'égalité que le libéralisme ou aussi le socialisme au XIXe siècle ?
Certainement, je ne pense pas qu'on fait beaucoup la différence. Le communisme fait partie de ces idéologies générées par la modernité antichrétienne. Et donc on lit Marx au Vatican pour le condamner. Est-ce qu'on a une approche très approfondie de cette idéologie nouvelle? Je pense que non. Honnêtement, il faudra attendre le XXe siècle pour voir apparaître des marxologues dans le monde catholique, des spécialistes de la pensée de Marx. Donc c'est-à-dire que c'est une vision en quelque sorte partielle du phénomène. Est-ce qu'il est pris au sérieux au XIXe siècle? Est-ce qu'on pense que un jour, il y aura ce qu'on verra plus tard comme étant un communisme d'État, où au fond, c'est une condamnation plus de principe, comme l'ensemble des condamnations qui sont dans les textes de Pie IX? Je ne crois pas qu'il y ait une fixation directe sur le communisme en tant que tel. C'est plutôt le socialisme qui retient l'attention et qui est au cœur de l'encyclique que je citais tout à l'heure de Léon XIII. Rerum Novarum, et c'est pour ça au fond que la papauté se saisit de la question sociale pour ne pas laisser précisément à ces milieux prolétariens, ouvriers, le monopole de cette question et la réponse du socialisme qui, du point de vue de l'Église, est une réponse erronée et dangereuse. Alors je citais au début de cette émission une phrase de Gaspari, du cardinal Gaspari, et qui nous amène à nous interroger au fond sur non pas la nature, mais la situation des catholiques en Russie. Est-ce que la situation des catholiques en Russie était une situation difficile avant la révolution de 1917, avant les révolutions de 1917 ? Bien évidemment, les catholiques n'ont aucun droit pratiquement dans ce pays qui est gouverné par le tsar, le protecteur de l'orthodoxie. Le pays est considéré comme un pays schismatique et donc la situation des catholiques est très, très difficile. Ils sont d'ailleurs une très, très infime minorité. Même s'il y a des voix qui se font entendre dans le sens d'un retour de l'Église de la Russie dans le giron de l'Église catholique, comme la grande figure de Soloviev à la fin du XIXe siècle, qui élève une voix prophétique dans le sens d'une réunification de la Russie, de l'Église russe avec l'Église romaine. Il n'y a pas de lien entre le Saint-Siège et Saint-Pétersbourg et le tsar? Oui, il y a des liens diplomatiques tout de même? Oui, il y a des liens diplomatiques tout de même. Oui. Mais ces liens diplomatiques sont des liens, j'allais dire, d'État à État. Il n'y a pas d'approfondissement ni théologique. On ne parle pas d'œcuménisme. On ne parle pas de volonté de réconciliation. La saison de l'œcuménisme n'est pas encore arrivée. Alors, je le disais là aussi en introduction, il y a deux révolutions en 1917, la révolution de février. Comment réagit Rome à cette révolution? C'est une réaction positive? Vous l'avez dit en introduction, je crois qu'au Vatican, on ne mesure pas tout de suite la portée exacte de ce qui se passe en Russie. Tout d'abord parce qu'on pense que la révolution russe, comme toutes les révolutions russes, n'est pas faite pour durer. Et puis, plus fondamentalement, il y a l'idée qu'au fond, la révolution, notamment la première révolution de février, avec l'abdication du tsar, protecteur, comme je l'ai dit, traditionnel de l'orthodoxie, est une chance pour le catholicisme, dans la mesure où elle offrirait un nouvel espace de liberté à l'Église catholique. Et c'est de là que naît ce que j'appelle le mirage russe, c'est-à-dire ce rêve très ancien de la papauté, non pas de reconquérir, parce qu'elle n'a jamais, au fond, conquise la Russie, mais de conquérir, de convertir la Russie schismatique à la fois catholique. Et il y a... Quel est l'état de l'information? Parce que nous sommes quand même dans une période de guerre et il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux géopolitiques. Est-ce que le Vatican est correctement ou peut-être correctement renseigné par ce qu'il se passe en Russie? Est-ce qu'il y a une connaissance approfondie? Est-ce que les archives nous donnent une image de ce que reflète l'appréciation de la situation là-bas? Oui, le Vatican est toujours très bien informé sur tout ce qui se passe à travers les rapports des nonces, évidemment. Et donc, il y a certainement une information.
Il faut rappeler ici que le premier nonce en Pologne sera le futur Pie XI à Kilerati, qui est envoyé comme premier nonce apostolique en Pologne et qui sera nommé par la suite visiteur apostolique en Russie soviétique, mais qui ne pourra jamais poser les pieds sur le territoire soviétique. Alors, après, il y a le deuxième temps. Est-ce que la réaction du Vatican, donc la révolution d'octobre, la révolution pour le coup bolchevique, est-ce que le Vatican a une position pour le coup plus tranchée? Est-ce qu'il existe une forme d'inquiétude chez lui, ou au contraire, il garde une forme d'espérance quant au sort des catholiques en Russie? Je crois, enfin c'est ce que je développe dans mon livre, qu'au fond jusqu'à la fin des années 20, il y a l'espérance toujours d'une possible conquête de la Russie, et donc l'accent est mis plutôt sur l'aspect diplomatique, c'est-à-dire l'effort, la tentative d'arracher aux autorités soviétiques une espèce d'accord de type concordataire, un modus vivendi, qui garantirait un minimum de liberté à l'Église catholique. Et quelque part, on ne veut pas voir absolument les horreurs qui sont commises et les persécutions qu'endure notamment l'Église orthodoxe, même s'il y a des appels du pape Benoît XV en faveur de l'Église orthodoxe au début des années 20. Oui, alors on va revenir sur cette idée. Je voudrais faire un pas de côté et considérer ce que pense non pas le Vatican, mais les catholiques en général. On sait que la vision des catholiques peut être multiple dans le monde, mais vous montrez, alors n'ayant pas lu votre ouvrage sur la fin de l'antijudaïsme chrétien, je ne sais pas si vous l'évoquez, mais en tous les cas dans votre livre « L'Église catholique et le communisme en Europe », vous montrez qu'il y a un fond d'antisémitisme dans l'appréciation de ce qui se passe en Russie chez certains catholiques. Oui, c'est évident que dans certains milieux catholiques, notamment intégristes, traditionnalistes, il y a l'idée que derrière la révolution russe, on trouve la juiverie internationale. Donc la main des Juifs, et c'est dans ce contexte que sont publiés et diffusés les tristement fameux protocoles des sages de Sion, qui trouvent un écho notable, notamment dans certaines revues comme la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Join en France, dans la revue qu'anime son homologue italien, Monseigneur Benigni. Et donc, effectivement, et la Civiltà Cattolica, l'organe des jésuites romains, un peu la revue officieuse du Saint-Siège, n'est pas loin de partager ces idées. Ces idées antisémites. Dans la mesure où elle considère que la plupart des dirigeants bolcheviques sont d'origine juive, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais de là à dire que derrière la révolution russe, il y a un complot judéo-bolchevique, il y a un pas que le Vatican ne franchit pas. Que le Vatican ne franchit pas. Donc il y a une distinction entre, j'allais dire, si on peut parler d'émulation intellectuelle, de considération intellectuelle de certains catholiques, il y a une distinction entre ces considérations et la position du Vatican. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que on pensait même que la Russie schismatique pouvait rentrer de nouveau dans le giron de l'Église catholique. Est-ce que cette idée, qui nous paraît complètement saugrenue aujourd'hui, était vraiment prégnante au sein des instances du Vatican ? C'est l'impression qu'on peut avoir, en tout cas, à lire les documents de cette époque. Il y a toute une action pastorale qui est entreprise, notamment à l'égard des communautés d'émigrés russes qui fuient la Russie à ce moment-là et qui viennent s'installer en Occident, à Berlin d'abord, et puis à Paris ensuite, qui apparaît comme les centres de l'émigration russe en Occident. Et donc l'Église est très soucieuse de s'occuper de ces personnes par le biais de la charité pour les amener éventuellement à se convertir au catholicisme. Donc cette politique en soi, cette mais qui vision, suscite par ailleurs, par effet de retour, une très grande méfiance dans ces mêmes milieux orthodoxes russes, même si ici ou là il y a eu effectivement des conversions. Ouais. Donc le problème était double. Il y avait à la fois la question de l'orthodoxie, mais aussi la question du bolchevisme. Oui, évidemment. évidemment. Est-ce que cette politique n'était pas naïve ? Est-ce qu'il n'était pas naïf de croire à un possible retour dans le giron de l'Église catholique de la Russie schismatique ? Est-ce qu'il n'était pas naïf de croire que l'on pouvait
parler avec les bolcheviks ou au contraire, finalement, il y avait un ambassadeur de France près le Saint-Siège, Bruno Joubert, qui disait que la politique du Saint-Siège était une politique du signal faible, sous-entendu une politique qui, à chaque fois, essayait de faire grandir la relation, et même si cette relation, au départ, est ténue. Mais ce qui est indiscutable, c'est qu'au début des années 20, il y a une demande de la part du gouvernement soviétique qui est en mal de reconnaissance sur le plan international, puisque l'Union soviétique était mise au banc des nations. Donc elle est demandeuse d'un accord avec le Vatican qui lui donnerait une certaine légitimité morale au regard de la communauté internationale. Les choses commencent à changer à partir de 1923-24 quand la Russie soviétique fait son retour dans la communauté des nations. Elle n'a donc plus besoin d'un accord avec le Saint-Siège. Et là, on voit très bien qu'il y a un changement d'orientation, un changement de cap, et que le gouvernement soviétique n'a plus du tout l'intention d'aller au terme de ces négociations avec le Saint-Siège, négociations qui, dit-il, vont à l'encontre de nos idées, de ce qu'on essaye d'apporter au monde, de la propagande anti-religieuse qu'on essaye d'inculquer au peuple. 1922, alors on va revenir à 1924, mais 1922, il y a un accord qui est signé entre la Russie soviétique et le Saint-Siège. D'ailleurs, la Russie soviétique naît la même année. On connaît la nature de cet accord. C'est un accord qui est rendu public. C'est un accord qui a un écho international. Qui est resté secret, mais qui concernait une mission humanitaire du Saint-Siège par rapport à la famine en Russie soviétique. Le pape décide d'envoyer une mission humanitaire de secours auprès de ces populations russes frappées par la famine. Et donc il est nécessaire d'avoir l'accord des autorités soviétiques pour permettre à des prêtres catholiques de pénétrer sur le territoire soviétique. Et c'est le sens de cet accord entre Monseigneur Pizzardo, qui était le sous-secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui est un peu le ministère des Affaires étrangères du Saint-Siège, et un représentant, un diplomate soviétique, qui par ailleurs sera par la suite assassiné. C'est un accord très restrictif, parce qu'il est question d'un accord, d'une permission pour des prêtres catholiques, mais qui ne doivent pas appartenir à telle ou telle nation jugée hostile à la Russie soviétique, comme par exemple, on n'accepterait pas des Polonais. Mais aussi, ils doivent s'engager à ne pas faire de politique, à s'engager à se limiter uniquement et strictement à leur mission humanitaire. Mais pour le Vatican, l'intérêt d'un tel accord, c'était de permettre justement une forme de pénétration sur le territoire soviétique de prêtres catholiques. Donc de ce point de vue-là, il n'avait pas de prix cet accord. Est-ce que c'était une forme C'est le seul d'ailleurs accord jamais conclu entre le Vatican et la Russie soviétique. Il n'y a pas eu de reconnaissance diplomatique de la part du Vatican, de reconnaissance diplomatique de l'URSS au fond? Non, il y a eu des pourparlers, des négociations, mais secrètes, plus ou moins secrètes. Mais jamais de reconnaissance, jamais de reconnaissance diplomatique. Est-ce qu'on sait exactement de quand datent les premiers rapports sur les persécutions et sur la réalité du terrain et la politique anti-religieuse, à la fois contre les orthodoxes mais contre les catholiques? Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que les rapports sur les persécutions arrivent à Rome? Mais très tôt, des rapports alarmistes, dès le lendemain de la Révolution d'octobre, au début des années 20, des rapports alarmistes arrivent à Rome, dénonçant la terrible persécution encourue notamment par l'Église orthodoxe en Russie. Mais le climat change véritablement à partir de la fin des années 20, avec l'arrivée de Staline au pouvoir et le lancement des grandes campagnes antireligieuses, la fermeture de centaines, de dizaines et de centaines de lieux de culte, la suppression des fêtes religieuses, etc. Et là, on assiste véritablement à un tournant anti-religieux, anti-chrétien qui alarme la papauté et qui coïncide avec un revirement dans la position de la papauté. C'est ce que j'appelle la fin du mirage russe, le durcissement de la politique vaticane. Mais alors, dans ce mirage russe, il y a un personnage qui est essentiel, c'est Michel d'Herbigny. Qui était Michel d'Herbigny et quel fut son rôle en Russie? Qu'a-t-il fait exactement? C'est un personnage curieux sur lequel d'ailleurs manque une bonne biographie. Une bonne biographie, Un personnage énigmatique par certains aspects. C'est un jésuite français. C'est un jésuite. Spécialiste du monde russe. Il était l'auteur
d'un livre qui avait fait date à l'époque, qui paraît avant la Première Guerre mondiale, sur Soloviev, justement. Le titre en était Soloviev, le Newman russe. Et donc, étant connu pour ses compétences concernant la Russie, il est appelé à Rome à la fin de la guerre. Il est nommé à la tête du nouvel institut pontifical oriental que le pape Pie XI confie aux jésuites, mais il avait été fondé sous Benoît XV pendant la guerre. Et très vite, il devient l'homme de confiance de Pie XI. On ne sait pas trop comment, mais il réussit à entrer dans la confiance de Pie XI pour tout ce qui concerne la Russie, tant et si bien que lorsqu'est fondée en 1925 ce qu'on appelle la commission pro-Russia au sein de la Secrétaire d'État, il en devient l'homme fort, au fond. Et c'est à lui que Pie XI demandera d'aller, pour ainsi dire, planter les bases d'une nouvelle église catholique en Russie à travers ce qu'on a appelé la stratégie de pénétration clandestine. Clandestine, en 25-26, il effectue pas moins de 3 voyages clandestins en Russie, muni de tous les pouvoirs. Il est ordonné évêque dans la chapelle de l'Annonciature de Berlin par Monsieur Pacelli, qui était alors nonce à Berlin. Le futur Pie XII. Et il va ordonner sur place, en la clandestinité, un certain nombre d'évêques français, notamment des missionnaires, prêtres, religieux, et qu'il va installer comme évêque en Russie, au nez, à la barbe des autorités soviétiques. Mais le stratagème va être très vite découvert, il va être arrêté et expulsé manu militari de l'Union soviétique, de la Russie soviétique. On est en quelle année ? On est en 1926. 1926. Mais cette stratégie de la pénétration clandestine était une stratégie au fond alternative à la stratégie diplomatique mise en œuvre à Berlin par Pacelli, qui consistait à tenter d'arracher aux autorités soviétiques un accord de type concordataire qui aurait permis une certaine présence de l'Église dans ces pays. C'est-à-dire que Pacelli, futur Pie XII, tente, tout comme il fera plus tard avec l'Allemagne... Et il le fait à son corps défendant, et ça, les documents le montrent. Le montrent bien, oui. Il est très réticent, il le fait par obéissance à ses supérieurs. Il n'a Parce qu'il n'y croit pas. Aucune sympathie pour ces bolcheviks, ces dirigeants soviétiques qu'il considère comme des délinquants, comme des assassins. Oui, donc ce que je n'ai pas dit à nos téléspectateurs, c'est que vous êtes aussi l'auteur aux éditions du Cerf d'une biographie de Pie XII, et puis que vous travaillez encore aujourd'hui dans les archives sur Pie XII qui ont été ouvertes. Nous avons réalisé une émission avec Nina Valbousquet et Marie Levent sur l'ouverture des archives Pie XII. Je me permets de vous renvoyer, chers téléspectateurs, à cette émission. Donc d'Herminy, ce n'est pas un homme d'illusion, ce n'est pas un homme qui croit à une politique de l'Est, puisqu'il est dans un cadre véritablement clandestin. Non, absolument pas. Mais il y a chez lui aussi cette idée qu'il partage d'ailleurs avec Pie XI, qu'il est possible de faire quelque chose pour ramener la Russie schismatique dans le giron de l'Église romaine. Mais s'agissant de d'Herbigny, il y a cette fin brutale qui va être d'un jour à l'autre chassé de Rome, donc victime d'une disgrâce dont on ne sait pas encore tous les tenants et les aboutissants, qui est quelques années plus tard d'une seconde disgrâce qui le conduira à la réduction à l'état laïque. À l'état laïque. Je reviens sur Pacelli, parce que c'est assez intéressant de voir que c'est lui qui est aussi en première ligne. Je ne vais pas dire qu'il sera à chaque fois en première ligne des situations désespérées, mais négocier à la fois sur, on va dire, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années avec les deux grands pouvoirs totalitaires de l'histoire, ce n'est pas une tâche facile. Est-ce qu'on sait comment il réagit, quelles sont ses relations avec ce monde russe, comment se négocie la question humanitaire ? Pacelli était un diplomate né, et c'est pour ça sans doute qu'on lui a confié toutes ses missions diplomatiques. Il était considéré dans les chancelleries comme le meilleur diplomatique du Saint-Siège. Et s'il s'est trouvé à devoir mener ces négociations avec les soviétiques, c'est parce qu'il se trouvait à Berlin, et que Berlin était un endroit charnière pour la diplomatie mondiale, et notamment les relations avec la Russie soviétique. C'est un peu par hasard aussi qu'il a dû
tenter d'ouvrir et de mener à bien ces négociations. Mais je pense qu'il n'avait pas, à titre personnel, de prédisposition particulière pour s'intéresser au monde russe, alors au contraire de ce qui s'est passé avec l'Allemagne, où là il y avait, je pense, une réelle affinité, sympathie pour la culture allemande, le monde germanique. On a parlé, et pas à tort d'ailleurs, d'une germanophilie de Pie-XII. De Pie-XII, oui. Là aussi, hein, nous avons fait une émission, le Pie-XII, avant Pie-XII, avec Marie Levent et Frédéric Lemoal. Quand est-ce que le Vatican va prendre conscience que le communisme est au fond une religion athée à vocation universaliste? Est-ce que c'est la prise de pouvoir, leur prise de pouvoir, qui va amener le Vatican à considérer au fond le communisme comme un concurrent dans cette vocation universelle? Je dirais que c'est surtout à partir des années 30, du début des années 30, qu'on assiste à un retournement, un revirement de la position du Vatican, lié aussi à un certain nombre de publications, notamment dans le monde catholique, qui font apparaître la parenté diabolique entre les deux totalitarismes, le totalitarisme brun, fascisme, nazisme, et le totalitarisme rouge, soviétique. Il suffit de faire des noms peut-être un peu oubliés aujourd'hui, de Valdemar Gourian, d'Éric Voegelin, et bien sûr aussi de Jacques Maritain. Donc ce concept de totalitarisme tente à s'imposer dans la réflexion du Vatican sur ces questions. Ce qui fait que dès 1933-34, on assiste à la volonté de publier une espèce de nouveau syllabus contre ces hérésies politiques modernes que sont les totalitarismes. Et il y a toute une série de projets qui sont restés d'ailleurs des projets dans les archives du Saint-Office qui montrent très bien qu'on réfléchit dès 1933-34 à publier un grand document, à frapper un grand coup pour condamner à la fois le totalitarisme, le racisme, le nationalisme extrémiste, et on y ajoute aussi le communisme pour faire bonne mesure, donc pour condamner l'ensemble de ces totalitarismes. Alors je souhaiterais, Philippe Chenot, avoir aussi une approche, on va dire, plus sociale des choses, et au-delà même, on va dire, œcuménique, sans vouloir faire d'anachronisme. On sait que la Russie, la révolution russe, une des conséquences de la révolution russe est bien évidemment l'émigration russe. Est-ce que en France ou bien dans d'autres pays, ces pays qui accueillent les migrants russes, est-ce qu'on assiste à une sorte de compassion qui constitue une sorte de préfiguration d'un œcuménisme? Oui, certainement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paris est un des centres de l'émigration russe. Après la révolution d'octobre, et notamment de l'émigration intellectuelle. Donc on doit arriver à Paris un certain nombre de théologiens orthodoxes importants, comme Berdiaïev, Florensky, Bulgakov, etc., et qui s'installent en France, à Paris, et qui vont entrer en contact, évidemment, avec des intellectuels français. Et donc là, il y a une émulation qui s'opère et qui va permettre à la pensée catholique française de mieux connaître la théologie orthodoxe russe. Je pense aux réunions interconfessionnelles autour de Maritain, de Berdiaïev, à Montparnasse, puis à Clamart, au domicile de Berdiaïev, au studio franco-russe, qui est aussi une espèce de salon littéraire qui fonctionne dans ces années-là. Et donc il y a de réels échanges intellectuels entre les catholiques et même protestants russes, français et théologiens orthodoxes, penseurs de l'immigration orthodoxe russe. Donc c'est l'embryon d'une forme d'œcuménisme qui ne dit pas encore son nom, mais qui est déjà là. Et pour prendre un exemple des grands précurseurs de l'œcuménisme côté catholique, c'est-à-dire le père Congar, il a été très marqué par ses contacts, par la connaissance qu'il a pu avoir à ce moment-là de la théologie orthodoxe russe, notamment de la notion de sobornos, qui est fondamentale, de synodalité, de collégialité, qui est au cœur de l'ecclésiologie russe orthodoxe. Alors il y a aussi une autre dimension qui montre la complexité du sujet. Vous citez Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, sur les ondes de Radio Paris. Nous sommes le 17 avril 1936. Je le cite: « Nous te tendons la main, catholiques, ouvriers, employés, artisans, paysans, nous qui sommes des laïcs, parce que tu es notre frère et que tu es accablé comme nous par
les mêmes soucis. Est-ce qu'on voit un rapprochement d'une frange du catholicisme français avec le monde communiste dans les années 20, dans les années 30 ? Il est indiscutable qu'il y a toute une frange du catholicisme français qui n'était pas insensible à ce type d'appel du pied, aux sirènes de l'appel à la main tendue, ne serait-ce que parce qu'au fond, mon première idée quand j'ai fait ce livre, c'était de l'intituler, l'éditeur n'en a pas voulu, mais la dernière hérésie chrétienne, s'agissant du communisme. Pour montrer qu'au fond, il y a un certain nombre de valeurs qui sont communes à la fois au christianisme, aux chrétiens et aux communistes, comme la valeur de justice, égalité, fraternité, etc. Mais évidemment détachées de leur substrat chrétien et insérées, encastrées, enchâssées dans une vision matérialiste et athée de l'histoire. Et donc, il est indiscutable qu'il y a eu une attraction très forte, et c'est un des fils rouges du livre aussi, du communisme dans les milieux chrétiens d'avant-garde, et cela dès les années 30. Et certaines revues, comme la revue des Dominicains 7, qui a été supprimée par le Saint-Office, s'en sont fait l'écho, et on a accueilli plutôt favorablement ces appels à la collaboration, à la main tendue des leaders communistes comme Maurice Thorez. Alors, d'ailleurs, le pape lui-même n'était pas insensible, Pie XI, puisqu'il a souhaité, et ça on le voit très bien dans les documents le dossier préparatoire de l'encyclique de 1937, qu'il souhaite lui-même qu'on y ajoute une troisième part plus positive, où serait exposé au fond tout l'apport que peut donner le christianisme à un règlement de la question sociale dans un sens d'une plus grande justice, dans un sens conforme aux aspirations de la classe ouvrière, au fond. Ne pas tomber dans un anticommunisme purement négatif, mais au contraire proposer un anticommunisme positif. Proposer une alternative et pas simplement condamner, au fond. Alors justement, c'est une excellente transition. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans les années 30, à la fin des années 20, au début des années 30, qu'on observe un tournant dans la prise en considération du phénomène. Au mois de février, une lettre de Pie XI sonne une contre-offensive. Est-ce que dit cette lettre, pour vous, elle est extrêmement importante? Cette lettre de 1930. Oui. Oui, elle marque un tournant dans l'attitude de la papauté à l'égard du communisme, dans la mesure où le pape s'engage à célébrer une messe de réparation et d'expiation pour les crimes du communisme. Donc il appelle ici à une forme de croisade spirituelle contre le communisme. Et cette lettre sera suivie de toute une série d'interventions du pape, sous forme d'anathème condamnant le communisme. Les plus fameux est un discours qu'il prononce en 1931, où il dénonce la terrible persécution que subissent les chrétiens, non seulement en Russie, mais aussi au Mexique et en Espagne. Et donc le terrible triangle des persécutions en Espagne, dans ces trois pays, qui fait qu'à partir des années 30, le communisme est véritablement perçu au Vatican comme un danger à l'échelle mondiale. Contre lequel il faut s'organiser, il faut réagir. La croisade des 100 dieux, il faut y répondre, il faut la contrer au fond. Oui. Et pourtant, alors je n'avais pas cette question, mais je me permets de surfer sur ce que vous dites. Pourtant, au Mexique, Rome va négocier, mais il ne va pas négocier en Russie. Oui. La stratégie du Vatican est toujours... Elle se fait aussi un peu au cas par cas, en fonction des situations. Est-ce que le Mexique est aussi un pays catholique de tradition? Donc la chose est peut-être différente par rapport à un pays comme la Russie, où les catholiques étaient qu'une infime minorité. Oui. La condamnation doctrinale du communisme, qui a déjà été faite au fond au XIXe siècle, se trouve de nouveau nécessaire en 1937? Oui, et d'ailleurs, dans les archives du Vatican, on trouve même un certain nombre en tout cas, un projet d'une encyclique précédente concernant la Russie qui n'a jamais été publié. Donc, dès les années 33-34, on pense véritablement à publier un document de grande importance, de nature doctrinale contre le communisme.
Au milieu des années 30, voit le jour à Rome un secrétariat sur l'athéisme créé par les jésuites, et notamment sous la houlette du père Ledokowski, qui était un Polonais, qui est le préposé général de la Compagnie de Jésus, et qui est lui, au fond, qui suggère à Pie XI d'écrire une encyclique sur le communisme, mais dans laquelle, dit-il, on ne condamnerait pas non seulement la doctrine comme telle, c'est-à-dire le marxisme, l'athéisme, etc., mais qu'on en viendrait au fait. Donc ce qu'il faut condamner, c'est pas seulement la doctrine, les idées, mais le système, c'est-à-dire le système en cours à Moscou, le système soviétique, en gros, qui tend à vouloir s'exporter dans le monde entier. De fait, les jésuites, autour du père Ledokowski, joueront un rôle décisif dans l'élaboration de ce texte, de cette encyclique, Divini Redemptoris, qui est publié en mars 1937, d'ailleurs en concomitance avec pratiquement l'encyclique contre le nazisme, Mit brennender Sorge, qui est publié quelques jours auparavant. Dans une conversation que j'ai pu avoir, une conversation personnelle que j'ai eue avec Alain Besançon, qui est un élève de Raymond Aron, il estimait que le Saint-Siège avait mieux pris en considération la nature, le danger du communisme qu'il ne l'avait fait pour le nazisme. C'est une chose que vous rejoignez, c'est-à-dire le fait que voilà, le Saint-Siège ait compris le côté intrinsèquement pervers de l'idéologie communiste et moins le caractère destructeur du nazisme. C'est une chose à laquelle vous souscrivez ? Oui, on peut le dire d'une certaine façon, dans la mesure où il y a quand même un grand manque dans l'encyclique Brennender Sorge contre le nazisme, c'est qu'à aucun moment il n'est question de l'antisémitisme, de la question des juifs, du sort des juifs. On condamne certes l'idéologie de la race, certainement, mais on ne parle pas spécifiquement de l'antisémitisme, et on ne parle même pas explicitement du nazisme comme tel, alors que le communisme apparaît, le terme même, près de 20 fois, je crois, dans le texte La Divini Redemptoris, qui est rédigé en latin et non pas en allemand comme le texte contre le nazisme, ce qui tente à prouver que pour le Vatican, le communisme est véritablement un danger mondial, ce qui n'est pas le cas du nazisme. Mais il y a malgré tout, dans cette concordance de dates, la volonté du Vatican de tenir la balance égale et d'éviter toute forme de récupération dans un sens ou dans l'autre par rapport à ces deux coalitions antifascistes, anticommunistes qui structuraient au fond le paysage politique européen à la fin des années 30. Est-ce que le fait de publier de façon concomitante ces deux encycliques est une façon aussi de considérer tout ce qui peut les réunir, à savoir l'État totalitaire, le parti unique, etc. Oui, je pense qu'il y a ça derrière. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une parenté, d'une communauté, d'une parenté diabolique entre les deux systèmes qu'il convient de dénoncer et de mettre au grand jour. Alors justement, ce qui nous amène à la période de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que le Vatican a cédé en quelque sorte aux sirènes d'une guerre sainte contre le communisme? Et comment, au fond, le Vatican a-t-il considéré la menace d'une bolchevisation de l'Europe dans un second temps? Je crois que ça, c'est absolument clair, et ça ressort très clairement des documents qui ont été publiés, d'ailleurs, par cette commission d'historiens jésuites qui avait institué Paul VI au lendemain de la polémique contre les silences de Pie XII pendant la guerre, que Pie XII s'est refusé absolument de prêcher la croisade contre le bolchevisme au lendemain de l'agression allemande contre la Russie soviétique, qui marque un réel tournant dans la guerre. 1941, en juin 1941, l'opération Barbarossa. Et donc, le pape Pie XII cherche à maintenir une ligne de stricte impartialité entre les deux camps, se refusant à prêcher la croisade, à prêcher le bolchevisme. Parce que à ceux qui lui en font le reproche, il dit certes il y a le danger du communisme, mais il y a, n'oublions pas aussi le nazisme et ce que subissent les croyants, l'Église catholique en Allemagne. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi dans ces mêmes documents, c'est qu'à partir de 43-44, dans les palais apostoliques, les sommets du Vatican, on est très inquiet par rapport à l'évolution qu'on perçoit sur le terrain, et il y a la crainte d'une bolchevisation de l'Europe centrale et orientale après la guerre, une inquiétude que
Le pape et ses collaborateurs cherchent à faire partager aux responsables alliés, américains, anglais et même français, quand le général de Gaulle est reçu en juin 1944 par Pie XII, mais en vain, semble-t-il, puisque au moins du côté américain, il y a l'idée d'une alliance qui va perdurer après la guerre avec la Russie de Staline, etc. Mais là, je crois qu'on peut dire que la diplomatie vaticane a été très, très lucide, très perspicace sur la réalité du danger et qu'elle a vu très juste, très clair sur ce qui allait advenir après la guerre. Elle a anticipé la guerre froide. Elle a anticipé la guerre froide alors que l'Amérique, visiblement, ne l'anticipait pas. Alors justement, puisqu'il nous reste 11 minutes, je souhaiterais parler d'un texte de Pie XII que vous mettez véritablement en avant, c'est sa lettre au peuple de Russie. Est-ce que cette lettre constitue une préfiguration de la politique vaticane tournée vers l'Est, telle qu'elle sera développée par Jean XXIII et ensuite Paul VI ? C'est un peu ma thèse, c'est pour ça que je l'ai mis pas mal en avant depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression que mes collègues n'ont pas vraiment repris à leur compte cette thèse, alors même que mes propres recherches dans les archives du Vatican encore récemment montrent que c'est un moment important et que le pape... Nous sommes en quelle année ? En 52. En 52. Donc avant même la mort de Staline. Et que le pape Pie XII y accorde une réelle importance, tant il est vrai qu'à peine publié, tous les ambassadeurs auprès du Vatican sont convoqués par Monseigneur Montini, et pour leur communiquer cette lettre, on l'envoie aussi au nonce en leur demandant de lui donner la plus grande publicité. Et ça me semble un document important, une forme d'ouverture qui ne dit pas son nom à l'égard de la Russie soviétique, avant même et dès avant même la mort de Staline. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans cette lettre ? On rappelle d'une part les liens d'amitié historiques entre la Russie et le Saint-Siège. On insiste fortement sur justement la politique de neutralité, d'impartialité qui avait été celle du Vatican de Pie XII pendant la guerre, donc le refus de la croisade, de la guerre sainte, etc. Et on rappelle aussi les racines chrétiennes de la Russie. Et donc, on pose entre les lignes les conditions d'une possible coexistence. Et la condition minimale, c'est le respect de la liberté religieuse, de la liberté de l'Église, de la liberté des croyants. Et en cela, c'est un texte qui me semble préfigurer une forme d'ost politique, même s'il n'a pas été reçu comme tel et qu'il a été immédiatement rejeté par les responsables soviétiques. Alors, en conséquence, est-ce que Jean XXIII se situe dans la lignée, dans le sillage de Pie XII ? Il y a aussi la consécration du peuple russe au cœur immaculé de Marie. Une idée qu'avait suggéré Maritain lorsqu'il était ambassadeur à Rome dans les années 47-48 et qui est reprise telle quelle par Pie XII quelques années plus tard. Alors, j'en viens à Jean XXIII, c'est la fameuse encyclique Pacem in Terris. On connaît aussi le rôle que joue Jean XXIII dans la crise de Cuba, en permettant aux Américains et à la Russie de renouer des liens alors qu'on est au bord d'un conflit nucléaire. Est-ce que Jean XXIII, le règne de Jean XXIII, dans sa relation avec le monde soviétique, constitue une révolution ou à la suite de ce que vous avez pu nous dire sur la lettre de Pie XII, il se situe davantage dans le sillage de Pie XII et dans la continuité. Lui-même était nonce, il a été nonce en Turquie et il a lu cette lettre. Je pense que sur le moment, dans les commentaires qui ont été donnés, il s'est agi d'une véritable révolution. Mais lorsqu'on étudie l'histoire, comme je l'ai fait, il semble qu'elle se situe plus dans une forme de continuité, puisqu'on l'a rappelé, il y a ces efforts pour négocier dans les années 20 avec Pacelli à Berlin, une espèce d'accord concordataire, enfin un modus vivendi avec le gouvernement soviétique. Il y a cette lettre de Pie XII en 1952 au peuple de Russie. Donc une certaine évolution, mais dans la continuité. Et donc je ne parlerai pas absolument de révolution, non. Alors, précisément, est-ce que l'ost politique, la politique tournée vers l'Est, qui est l'apanage des règnes de Jean XXIII, puis de Paul VI, est-elle empreinte de naïveté ? Elle a été perçue comme telle et très fortement critiquée dans certains milieux catholiques, notamment dans les milieux de l'émigration, c'est ce qui est certain. Elle se situe dans la continuité de la politique
concordataire du Saint-Siège, mais en même temps avec un élément nouveau. On l'a défini, il me semble, d'une manière assez juste, comme une politique du dialogue. Cette politique qui, quand même, reprend à son compte tout l'héritage conciliaire. Et donc, il y a quand même la volonté de garantir la survie institutionnelle de l'Église dans ces pays à travers l'établissement d'une hiérarchie d'un épiscopat en communion avec le Saint-Siège. Ça, c'est évident. Ça a toujours été l'objectif de la diplomatie, de la politique concordataire du Saint-Siège. Mais en même temps, s'y rajoute la volonté de contribuer, à travers ces accords, à promouvoir la paix, la détente entre l'Est et l'Ouest. Et ce qui se produira avec la fameuse conférence de Helsinki en 1975. Oui. On terminera sur la conférence d'Helsinki. Mais il y a des réactions. On voit notamment le cardinal Stefan Wyszynski qui demande en 1958 un changement de politique. Est-ce que, au fond, le Vatican essaie de pratiquer l'art du possible, ou est-ce que, au fond, il agit par idéologie à une époque où on croit en l'homme, où on distingue l'homme, les communistes, de l'idéologie communiste? C'est le fond de la démarche de Jean XXIII. De la démarche de Jean XXIII, mais on la retrouve aussi déjà dans les documents de Pie XII, oui. Pendant la guerre. Parce qu'à un moment donné, lorsque Pie XII se refuse à publier une nouvelle condamnation doctrinale du communisme pendant la guerre et à prêcher la guerre sainte, les catholiques américains lui demandent, au fond, est-ce qu'on peut soutenir le gouvernement américain qui est allié des soviétiques, etc., en contradiction avec l'encyclique Dividi Redemptoris qui interdisait toute forme de collaboration avec le communisme. Et là, la réponse qu'on fait parvenir via l'annonciature, le délégué apostolique à Washington, c'est de dire qu'il faut bien distinguer entre l'idéologie comme telle qui est condamnable, le communisme, et le peuple russe pour lequel le Saint-Siège ne cesse de nourrir des sentiments d'amitié et d'affection. Et on retrouve cela dans la lettre au peuple russe de Russie, de Pie XII, de 1952, et c'est la grande idée qu'on retrouve dans l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII, lorsqu'il appelle à bien distinguer l'errant de l'erreur. L'erreur est à condamner, mais l'errant, au fond, est une personne, et comme telle, elle mérite d'être respectée, entendue et traitée comme on traite une personne. Je hais ton idée, mais je chéris ta personne. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous l'avez cité, je souhaiterais terminer avec cette image, la conférence d'Helsinki. Bien évidemment, nous sommes en 1978, je ne veux pas dire de bêtises. 75. 75. Donc la conférence d'Helsinki, on parle souvent du rôle essentiel dans la chute du communisme de Jean-Paul II, mais il y a ce moment qui est celui de la conférence d'Helsinki où en quelque sorte le verre est placé dans le fruit du communisme. C'est un moment véritablement essentiel de la lutte contre le communisme? Oui, je crois, parce que dans les accords d'Helsinki, on a une corbeille qui concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le paquet des accords, de l'acte final qui a été signé en 1975 par les pays qui ont participé à cette conférence, dont le Saint-Siège. Et c'était un fait nouveau que le Saint-Siège participe à une conférence internationale. Il n'en avait plus fait depuis le congrès de Vienne en 1815. Donc cette conférence marque aussi le retour du Saint-Siège sur la scène diplomatique internationale. On est sous le pontificat de Paul VI, et c'est un assez grand succès diplomatique, mais qui portera ses fruits dans la mesure où, comme vous l'avez dit, cet acte final légitimera les mouvements de dissidence à l'Est. C'est au lendemain de l'acte final que naissent le corps en Pologne ou encore la charte 77 en Tchécoslovaquie autour de Václav Havel, qui se réclameront de ces accords, qui deviendront les textes de référence. Et tout au long des négociations qui ont conduit à ces accords, le Vatican, par l'intermédiaire de ses délégués, n'a cessé d'insister sur la nécessité d'y inclure justement le respect de ces grands principes que sont les droits de l'homme, les libertés religieuses notamment. Et je pense que c'est un des succès qu'on oublie parfois de l'Ostpolitik vaticane, qui a contribué indiscutablement à préparer la chute du communisme 10 ans plus tard, sous le pape Jean-Paul II.
Eh bien, c'est sur cette image de Jean-Paul II que nous allons vous laisser, chers téléspectateurs. Je voulais vraiment traiter du communisme avant Jean-Paul II, tant le rôle, bien évidemment, de Jean-Paul II est connu dans cette, dans cette lutte contre le communisme. Donc, l'Église catholique et le communisme en Europe, de Lénine à Jean-Paul II, le grand face-à-face de l'Église catholique et du totalitarisme athée, un ouvrage paru chez Lexio, qui n'est autre que la collection de poche des éditions du Cerf, les éditions du Cerf où vous venez, Philippe Chenot, de publier votre dernier ouvrage, La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Nous nous retrouverons pour une autre émission avec Martin Dumont sur le rôle du Vatican, cette fois non pas contre le communisme, mais dans la naissance d'un certain concept qui est le concept d'Europe. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre dans nos archives sur ktotv.com pour écouter bien d'autres émissions. Nous avons évoqué Pie XII. Il y a de nombreuses émissions sur Pie XII. Donc je vous renvoie à ces émissions et si vous voulez, et si vous êtes surtout passionné d'histoire, n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire storiavoce.com. Il y a plus de 500 podcasts à votre disposition. Un grand merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire.